Un télégramme classifié tomba à Ouagadougou comme une lame nette, imposant brutalement deux chiffres incompatibles, soit 70% et 48 heures. En quelques lignes administratives, il transforma une discussion technique sur des concessions minières en dilemme existentiel, où soulagement budgétaire immédiat et perte durable de souveraineté se faisaient face. Que signifie réellement, pour une nation entière, une décision prise sous une telle pression lorsque Ibrahim Traoré doit arbitrer entre dette héritée et contrôle de l'or qui fait vivre ses communautés? Dans la chaleur immobile du Sahel, le destin du Burkina Faso commença à trembler. Ce moment ne se réduit pas à un bras de fer diplomatique ni à un simple épisode de politique minière. Il ouvre une promesse plus large: comprendre comment une décision prise sous contrainte peut redéfinir durablement la trajectoire d'un sahélien confronté à des héritages économiques lourds. L'enjeu, pour le Burkina Faso, tient en une ligne claire: préserver la capacité d'agir demain sans sacrifier l'équilibre d'aujourd'hui. Derrière cette formule se cachent des arbitrages concrets qui touchent aux finances publiques, à la crédibilité internationale et à la cohésion interne. À court terme, refuser l'ultimatum expose le pays à des pressions visibles: tensions diplomatiques, incertitudes sur les flux logistiques et interrogations des marchés régionaux. À moyen terme, accepter aurait figé des mécanismes anciens, limitant toute marge de manœuvre future sur la gestion de l'or et des ressources stratégiques. C'est dans cet espace étroit que s'inscrit la réflexion exigée par Ibrahim Traoré: mesurer non seulement le coût immédiat d'un choix, mais aussi ses conséquences structurelles. Le pari implicite consiste à tester si la souveraineté peut devenir un levier de stabilité plutôt qu'un facteur d'isolement. La première révélation tient en deux données brutes: 70% exigés, 48 heures accordées. Ces chiffres suffisent à montrer que la partie avait commencé bien avant que le public n'en prenne conscience. La seconde révélation apparaît immédiatement derrière cette façade administrative. L'ultimatum ne portait pas seulement sur l'heure, mais sur des décennies de dettes accumulées, de concessions héritées et d'accords tacites liant le Burkina Faso à des équilibres extérieurs durables. À partir de là, le contexte se resserre. Depuis plusieurs années, le pays avait engagé une révision progressive de ses contrats miniers, rapatriant une part limitée mais symbolique des bénéfices et renforçant la transparence autour de certains sites. Vus de l'extérieur, ces ajustements semblaient marginaux. À l'intérieur du Sahel, ils modifiaient pourtant un rapport longtemps considéré comme intangible. Les analystes évoquaient déjà un risque de rupture, tandis que la presse africaine parlait d'un redressement assumé mais fragile. C'est dans cette configuration que le télégramme tombe. Il agit comme un accélérateur, compressant en quelques heures des tensions latentes depuis des années. La neutralité du ton masque mal la logique sous-jacente. Tester la capacité du pays à tenir sa ligne lorsque la pression devient explicite et mesurable. Les conseillers du palais comprennent rapidement que la réponse ne peut être improvisée, car chaque variable, juridique, économique, géopolitique, est désormais liée aux autres. Dans une salle fermée, une économiste, un ingénieur des mines, une juriste formée localement et un officier chargé des zones sensibles recomposent les ramifications du message. Leur lecture converge sur un point: retarder la décision affaiblirait la marge d'action plus sûrement qu'un refus immédiat. C'est alors qu'Ibrahim Traoré intervient, demandant que chaque hypothèse soit déconstruite avant toute conclusion. Cette exigence méthodique transforme l'urgence en processus et l'ultimatum en révélateur d'un choix déjà engagé depuis longtemps. Dans les heures qui suivent, la décision cesse d'être abstraite et prend des visages. L'économiste, au ton posé, trace les premiers effets possibles sur les finances publiques. Toute hésitation prolongerait l'incertitude budgétaire et réduirait la crédibilité des arbitrages à venir. L'ingénieur des mines, habitué aux concessions complexes, alerte sur un risque plus discret: la perte de contrôle opérationnel sur certains sites, si les flux d'informations et les accès ne sont pas immédiatement sécurisés. La juriste replace chaque clause dans une chronologie précise, rappelant que des leviers existent, mais qu'ils se dégradent avec le temps. L'officier, enfin, évoque des signaux faibles captés sur le terrain, suggérant que des acteurs extérieurs anticipent déjà une réponse ferme. Ces profils ne forment pas un cercle symbolique. Ils constituent une chaîne de décision où chaque maillon dépend du précédent. Leur interaction révèle un premier impact concret: l'urgence ne tient pas seulement à l'ultimatum, mais à la vitesse à laquelle une inertie administrative pourrait devenir une vulnérabilité stratégique.
Le constat est sobre, presque froid, et conduit à une conclusion partagée. Agir tôt permet de refermer des brèches invisibles. Dans cet espace resserré, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un arbitre lointain, mais comme le point de convergence d'analyses complémentaires. Il demande des scénarios courts, mesurables, et insiste sur les conséquences immédiates pour les communautés liées aux sites miniers. Cette focalisation déplace la discussion des principes vers les effets tangibles sur le terrain. Alors, une évidence s'impose, nette et concise. Le temps devient un facteur de souveraineté. À partir de cet instant, chaque heure compte non pour afficher une posture, mais pour préserver la capacité d'agir avant que d'autres ne la réduisent. Le basculement commence avant l'aube. D'abord, une série d'ordres brefs circule dans les couloirs du palais. Sécuriser les zones sensibles, suspendre les communications non protégées, établir un contrôle immédiat sur les sites jugés stratégiques. Ces décisions ne sont pas annoncées publiquement. Elles répondent à une logique simple, fermer les failles avant même d'entrer dans la phase diplomatique. L'ultimatum a déclenché un compte à rebours, et chaque minute devient une variable. Quelques heures plus tard, un message codé formalise ce passage à l'action. Il ne s'agit pas d'un geste spectaculaire, mais d'une bascule opérationnelle. Les équipes locales prennent position autour de plusieurs concessions aurifères exploitées par des sociétés étrangères. Les autorisations sont suspendues, les accès limités, les transferts de données interrompus par précaution. Le choix est assumé. Mieux vaut un arrêt temporaire qu'une perte de contrôle durable. À ce stade, Ibrahim Traoré valide la ligne sans emphase, rappelant que l'objectif n'est pas la rupture symbolique, mais la maîtrise effective. La montée en tension se poursuit dans la matinée. Des ingénieurs tentent gentiment de joindre leurs ambassades sans réponse immédiate. Les réseaux techniques passent brièvement au silence, créant un vide informationnel calculé. Dans certaines zones, des unités locales sécurisent les convois et les infrastructures périphériques. L'action est fragmentée mais cohérente. Chaque mouvement vise à empêcher une extraction discrète ou un transfert irréversible pendant que la décision politique se cristallise. À mesure que la nouvelle filtre, l'onde de choc change d'échelle. Les radios locales évoquent des mesures de souveraineté avec prudence. Les marchés régionaux réagissent par des ajustements rapides, cherchant à anticiper une reconfiguration des circuits miniers. Les analystes parlent d'un signal inattendu, non parce qu'il est violent, mais parce qu'il est méthodique. Le récit cesse d'être purement interne. En milieu de journée, Ibrahim Traoré apparaît brièvement devant une tribune improvisée. Le discours est court, structuré, sans slogan. Il rappelle que la dette ne peut dicter l'avenir d'un pays si elle annihile toute capacité de choix. Cette prise de parole ne révèle rien de nouveau, mais elle stabilise la séquence. Elle transforme une série d'actes discrets en trajectoires assumées. L'après-midi amplifie la réaction extérieure. Les capitales étrangères multiplient les contacts diplomatiques. Les téléphones du palais restent silencieux en réponse directe. Cette retenue n'est pas un refus de dialogue, mais un choix de tempo. La journée se termine par une réunion restreinte où la ligne est réaffirmée. Tenir, mesurer, ajuster. La phrase qui circule en interne résume l'état d'esprit. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Ainsi, en moins de 12 heures, le pays passe d'un ultimatum écrit à une réalité opérationnelle. Le déclenchement, la montée et les premières répliques dessinent une séquence claire. La souveraineté n'est plus un principe abstrait, mais une suite d'actes concrets, enchaînés sous contrainte. La question qui demeure n'est plus de savoir si la ligne a été tenue, mais combien elle peut coûter à court terme pour préserver l'essentiel. Le point de référence initial est clair et mesurable. La dette extérieure du Burkina Faso s'élève à environ 5,6 milliards de dollars. Ce chiffre résume 20 années de négociations asymétriques et constitue la toile de fond de l'ultimatum. L'écart qui en découle est immédiat. Accepter l'exigence aurait permis une réduction comptable rapide, mais au prix d'un abandon durable des marges économiques nationales. Autrement dit, le soulagement budgétaire aurait été réel, mais structurellement coûteux. Le second indicateur porte sur la production annuelle d'or, estimée autour de 85 tonnes. Cette donnée représente l'ossature invisible de l'économie nationale. Avant la crise, près des 2 tiers de cette production échappaient encore au contrôle direct de l'État, dilués dans des concessions héritées. Le changement observé après la reprise d'autorité montre un déplacement progressif. La recentralisation administrative ouvre la possibilité d'une hausse graduelle des revenus publics, non par augmentation miraculeuse de la production,
mais par une meilleure captation de la valeur existante. L'écart ici n'est pas spectaculaire, il est directionnel et donc stratégique. Le troisième chiffre mesure le coût immédiat de la rupture, une contraction projetée du PIB d'environ 3,2% sur la première année. Ce recul n'est ni inattendu ni dissimulé. Il traduit l'ajustement d'un pays enclavé qui réorganise ses circuits économiques et accepte une perte à court terme. L'écart associé révèle toutefois un paradoxe central. Cette baisse initiale peut créer à moyen terme un espace de gain structurel si l'autonomie des flux miniers se consolide. Le chiffre seul ne rassure pas, il balise une trajectoire. Autour de ces trois repères se dessine une lecture plus large. Les premières estimations internes suggèrent une hausse potentielle des recettes minières publiques dans les mois suivant la reprise opérationnelle des sites. Cette projection reste prudente, car l'objectif n'est pas de produire un effet d'annonce, mais de stabiliser une tendance. La direction importe davantage que l'amplitude immédiate. Pour Ibrahim Traoré, cette logique quantitative sert de garde-fou. Elle empêche la souveraineté de se transformer en slogan non mesurable. Ces chiffres, Brown, pris ensemble, racontent une histoire cohérente. Ils montrent qu'aucune option n'est neutre, mais que certaines préservent une capacité d'ajustement futur. La dette rappelle la contrainte héritée, l'or matérialise le levier stratégique, et le PIB traduit le prix à payer pour modifier l'équilibre. La souveraineté cesse alors d'être un concept abstrait. Elle devient une série d'écarts mesurables, acceptés ou refusés en connaissance de cause. La lecture froide des données n'a pas pour fonction de convaincre. Elle sert à cadrer les choix possibles et à éviter les illusions. Dans cette séquence, les chiffres ne promettent pas un succès rapide. Ils indiquent simplement où se situe la ligne de rupture entre dépendance et capacité de décision. Deux lectures contradictoires émergent rapidement, chacune appuyée sur une logique interne solide. La première, défendue par des acteurs pragmatiques, considère la décision burkinabé comme un pari excessivement risqué. Selon eux, un État enclavé, historiquement dépendant de circuits financiers et logistiques extérieurs, ne peut absorber sans dommage durable une rupture aussi frontale. Ils rappellent des précédents régionaux où des revendications de souveraineté minière ont conduit à des sanctions ciblées, à une spéculation accrue et, à terme, à un affaiblissement des structures économiques internes. Dans cette perspective, accepter l'ultimatum aurait constitué un mal nécessaire, permettant de préserver l'accès aux flux internationaux et d'éviter une déstabilisation sociale rapide. La seconde lecture adopte une position inverse mais tout aussi structurée. Pour ses partisans, l'ultimatum réclamant 70% des ressources aurifères révèle un déséquilibre ancien, maintenu par des concessions successives. Ils estiment qu'accepter aurait verrouillé toute possibilité de réforme, figeant le pays dans une dépendance durable. Leur argument repose sur les signaux observés dès les premières 24 heures. Reprise d'autorité sur les sites, recentralisation administrative et capacité retrouvée à contrôler les flux d'informations. Dans ce cadre, le coût à court terme apparaît comme le prix d'une correction structurelle différée depuis trop longtemps. Face à ces deux pôles, une analyse plus froide s'impose. Les données disponibles montrent que le risque n'est pas symétrique. Accepter l'ultimatum aurait réduit la pression immédiate, mais au prix d'une perte irréversible de levier économique. Refuser, en revanche, expose à des tensions mesurables, mais conserve une capacité d'ajustement futur. C'est ce différentiel qui structure la décision portée par Ibrahim Traoré. Il ne s'agit pas de nier les coûts, mais de comparer leur nature. Ponctuel et gérable d'un côté, structurel et verrouillant de l'autre. Ainsi, le débat ne se résout pas par une opposition morale entre prudence et audace. Il se clarifie par une hiérarchie des risques. Dans ce cadre, la souveraineté n'est pas présentée comme une certitude de succès, mais comme une option rationnelle dès lors que les alternatives ferment toute marge de manœuvre à long terme. Cette phrase courte change la lecture de toute la séquence. Jusqu'ici, l'ultimatum semblait opposer un État isolé à des pressions extérieures concentrées. Le point médian révèle autre chose. La ligne tenue à Ouagadougou s'inscrit dans une coordination plus large, préparée discrètement et activée au moment critique. L'enjeu cesse alors d'être strictement national pour devenir régional, modifiant l'équilibre des forces perçues. Dans les jours qui suivent, un protocole de coopération sécuritaire et stratégique lie plusieurs pays du Sahel autour de la protection de leurs ressources clés. Cette architecture, encore peu visible, repose sur un principe simple:
mutualiser la défense des actifs stratégiques pour réduire la vulnérabilité individuelle. Le message implicite est clair. Toute pression exercée sur un acteur rejaillit désormais sur un ensemble. Ce basculement redéfinit la portée du choix initial. La souveraineté du Burkina Faso ne repose plus uniquement sur sa capacité interne, mais sur une logique de protection croisée. Pour Ibrahim Traoré, cette dimension collective transforme le risque. Elle ne l'annule pas, mais le redistribue, en créant un seuil de dissuasion plus élevé que celui d'un pays agissant seul. Le point médian ne crée pas un nouveau rapport de force par déclaration. Il révèle un mouvement déjà enclenché, rendu visible par la crise. À partir de là, la question centrale change. Il ne s'agit plus seulement de savoir si le pays peut tenir, mais comment cette coordination régionale va produire des effets concrets sur les mois suivants. Les effets de la décision se déploient rapidement selon quatre cercles distincts, chacun révélant une facette différente de la recomposition en cours. Ensemble, ils montrent que l'ultimatum n'a pas seulement déclenché une réaction politique, mais une redistribution progressive des repères économiques et sociaux. Du point de vue de l'État, la première conséquence est institutionnelle. La reprise d'autorité sur les sites stratégiques impose une discipline nouvelle aux administrations concernées. Les ministères financiers et techniques doivent coordonner leurs actions, partager des données et rendre des comptes sur des indicateurs précis. Cette exigence accroît la pression interne, mais elle renforce aussi la cohérence de l'action publique. Pour Ibrahim Traoré, ce recentrage constitue un test de crédibilité. La souveraineté proclamée doit se traduire par une capacité réelle à gérer, mesurer et ajuster. Pour les entreprises, l'impact est très exact et contrasté. Certaines sociétés étrangères suspendent leurs opérations, évaluant le risque d'un environnement devenu moins prévisible à court terme. D'autres acteurs, notamment issus de régions habituées à des partenariats plus équilibrés, explorent des modèles fondés sur la copropriété et le transfert de compétences. Ce déplacement ne signifie pas un retrait massif du capital, mais une recomposition des attentes. Le marché ne sanctionne pas mécaniquement la décision. Il cherche à comprendre si la nouvelle ligne peut offrir une stabilité différente, fondée sur des règles plus claires. Au niveau de la population, les effets sont plus diffus, mais tout aussi révélateurs. Dans les zones urbaines comme rurales, la question des ressources cesse d'être abstraite. Les discussions publiques intègrent désormais des notions économiques autrefois réservées aux cercles spécialisés. Les, hmm, les jeunes s'orientent davantage vers les métiers liés aux mines, à la logistique et à la gestion, percevant ces secteurs comme des leviers d'avenir plutôt que comme des enclaves opaques. Cette appropriation progressive indique un changement de rapport entre citoyens et décisions stratégiques. À l'échelle régionale, enfin, la coordination entre États du Sahel modifie les perceptions extérieures. Les flux d'or et les circuits d'exportation s'ajustent, créant des effets mesurables sur les marchés voisins. Les institutions financières régionales observent ces évolutions avec attention, conscientes qu'un précédent est en train de se former. La décision initiale du Burkina Faso devient ainsi un point de référence, scruté non pour être imité mécaniquement, mais pour en évaluer la soutenabilité. Pris ensemble, ces quatre cercles dessinent une réalité nuancée. La décision n'apporte ni victoire immédiate ni effondrement d'annoncer. Elle produit des effets différenciés, parfois inconfortables, mais structurants. La souveraineté, dans ce cadre, apparaît moins comme un état final que comme un processus dont chaque acteur mesure progressivement les implications concrètes. À partir des données déjà observées, les conseillers d'Ouagadougou ne cherchent pas à prédire l'avenir. Ils cartographient des trajectoires plausibles, chacune fondée sur des mécanismes identifiables et des contraintes connues. Trois scénarios émergent, non comme des prophéties, mais comme des cadres d'anticipation. Dans une première trajectoire, le pays choisit simplement de tenir la ligne. Il consolide progressivement le contrôle administratif des sites miniers et stabilise la coordination régionale engagée. Les partenariats évoluent lentement, privilégiant des accords techniques prudents plutôt que des engagements massifs. L'économie connaît une croissance modérée, freinée par des ajustements logistiques, mais soutenue par une meilleure captation des revenus existants. La discipline budgétaire reste stricte, limitant les marges de manœuvre, sans provoquer de rupture sociale majeure. Cette voie ne promet pas de gains rapides. Elle mise sur la continuité et la réduction progressive des vulnérabilités. Dans une seconde trajectoire, plus favorable, un effet d'entraînement régional se met en place. La coordination sahélienne s'élargit.
D'autres États renforcent leurs mécanismes de coopération, mutualisant certaines infrastructures et sécurisant des circuits d'exportation communs. Les investisseurs s'adaptent à ce nouvel environnement en proposant des modèles fondés sur la copropriété et le transfert de compétences. Les diasporas jouent un rôle de relais financier et éducatif. Dans ce cadre, la décision initiale agit comme un catalyseur. La souveraineté économique cesse d'être marginale et devient un modèle émergent, encore fragile, mais reproductible à l'échelle régionale. Dans une troisième trajectoire, plus difficile, le pays avance sur une crête étroite. Les pressions extérieures s'intensifient. Des retards logistiques, des sanctions ciblées ou une spéculation accrue compliquent la gestion quotidienne. L'inflation progresse, affectant le pouvoir d'achat et la confiance interne. Certains partenaires suspendent leurs initiatives, laissant le pays avancer avec une marge d'erreur réduite. La cohésion sociale est alors mise à l'épreuve et chaque décision devient plus coûteuse. Face à ces cadres, une recommandation de méthode s'impose. Pensez chaque choix non en termes de gains immédiats, mais de résilience à 12 mois. Cette grille de lecture, privilégiée par Ibrahim Traoré, n'élimine pas le risque. Elle permet simplement de hiérarchiser ce qui peut être perdu aujourd'hui et ce qui doit être préservé pour demain. Pour mesurer la portée réelle de la séquence, il faut quitter les scénarios macroéconomiques et observer comment trois groupes concrets absorbent les effets de la décision. Chacun révèle une facette différente de l'ajustement en cours, loin des déclarations officielles. Dans les foyers, la crise se traduit d'abord par une attention nouvelle portée aux annonces publiques. Les familles suivent les informations pour comprendre pourquoi certains choix exigent des efforts temporaires et comment les ressources sont gérées. Les discussions de quartier intègrent progressivement des notions économiques simples liées à l'or, à la dette et aux priorités nationales. Cette appropriation ne supprime pas l'inquiétude, mais elle modifie la posture. Les décisions cessent d'être perçues comme lointaines et deviennent des sujets partagés. Chez les professionnels et les travailleurs, l'impact est plus différencié. Les secteurs liés aux mines, à la logistique et à la sécurité voient émerger de nouvelles opportunités, mais aussi des exigences accrues de compétences et de rigueur. D'autres activités, plus dépendantes des importations, ressentent une pression plus forte. Une question revient souvent. Comment transformer cette période de tension en apprentissage durable? De là découle une piste simple et mesurable. Renforcer la formation technique locale pour réduire la dépendance aux expertises extérieures. Au sein des collectifs et de la société civile, enfin, la situation devient un objet d'analyse. Universités, associations et cercles citoyens débattent des choix engagés, non pour les sacraliser, mais pour en comprendre les mécanismes. Cette dynamique crée un espace d'apprentissage collectif où prudence et espoir coexistent. À la croisée de ces trois groupes, un constat s'impose. Personne n'est totalement spectateur. Chacun à son échelle contribue à stabiliser ou fragiliser la trajectoire engagée. À ce stade, la question n'est plus de justifier la décision, mais de la rendre tenable dans la durée. La feuille de route demandée par Ibrahim Traoré repose sur une logique simple. Chaque axe doit être assigné, mesurable et limité dans le temps afin d'éviter que la souveraineté ne reste déclarative. D'abord, il faut sécuriser intégralement les sites stratégiques. Des unités mixtes assurent une présence continue autour des installations sensibles. L'indicateur retenu est volontairement minimaliste. Aucune fuite non autorisée signalée dans les rapports mensuels. Cette mesure ne vise pas l'affichage, mais la fermeture durable des vulnérabilités identifiées lors de la crise initiale. Ensuite, il s'agit de revoir le cadre fiscal et contractuel. Les concessions minières sont réexaminées selon des critères de transparence et de redistribution locale. Chaque trimestre, des bilans synthétiques évaluent l'alignement entre valeur produite et intérêt national. L'objectif n'est pas la rupture systématique, mais la cohérence juridique. Dans le même mouvement, la traçabilité des flux et des échanges devient un chantier central. La numérisation progressive des paiements et des données logistiques permet de réduire les zones grises. La réussite se mesure par l'augmentation graduelle des transactions tracées, non par leur volume immédiat. Parallèlement, une pédagogie économique est déployée. Des modules courts expliquent dette, ressources et arbitrage public. Leur diffusion suit un calendrier annuel avec un indicateur clair. Intégration effective dans les cursus et les espaces de débat public. Enfin, la coopération horizontale régionale est renforcée.
Chaque accord est assorti d'un tableau de suivi semestriel évaluant réciprocité et bénéfices mutuels. Cette méthode limite la dépendance structurelle. À travers ces étapes, la ligne directrice demeure constante. Transformer une rupture sous contrainte en stabilité vérifiable. Pour Ibrahim Traoré, la souveraineté se juge moins à l'intention qu'à la capacité d'exécuter sous pression. Un an après les premières heures de tension, les visages aperçus dans la petite salle de crise réapparaissent dans l'espace public. L'économiste au ton posé, l'ingénieur des mines attentif aux détails, la juriste formée localement et l'officier discret ne sont plus seulement des figures techniques. Ils incarnent la méthode qui a permis de tenir lorsque l'urgence aurait pu dicter la précipitation. Leur présence rappelle que la réponse initiale ne fut pas un geste héroïque isolé, mais une construction collective, patiente et mesurée. Sur une estrade simple, Ibrahim Traoré observe la foule rassemblée. Le contraste est frappant avec la nuit où un télégramme semblait réduire l'avenir du pays à 2 chiffres et un délai. Le chemin parcouru ne se résume pas à une victoire ni à une défaite. Il témoigne d'une capacité retrouvée à décider, même sous contrainte, sans déléguer entièrement son avenir. La phrase prononcée ce jour-là n'est ni emphatique ni provocatrice. Elle agit comme un point d'ancrage. Protéger ce qui a été reconquis exige de la constance. Cette idée, plus que les événements eux-mêmes, relie le début et la fin du récit. Ainsi, le motif initial se referme. La souveraineté n'apparaît plus comme une abstraction lointaine, mais comme une discipline quotidienne, portée par des institutions, des professionnels et des citoyens conscients du prix à payer pour préserver une marge de choix. À ce stade, le récit ne se referme pas sur une conclusion définitive. Il ouvre plutôt un espace de réflexion collective. Ce qui s'est joué au Burkina Faso dépasse une séquence politique ou économique isolée. Il s'agit d'un test grandeur nature. Jusqu'où un État peut-il aller pour reprendre la maîtrise de ses ressources sans rompre les équilibres nécessaires à sa survie quotidienne? L'expérience montre que la souveraineté ne se décrète pas par un discours unique ni par un geste spectaculaire. Elle se construit par des arbitrages répétés, des indicateurs suivis et une capacité à corriger sans renier la ligne initiale. Dans cette perspective, la figure d'Ibrahim Traoré n'est ni un symbole figé ni un récit personnel. Elle sert de point d'observation pour analyser une méthode, avec ses forces, ses limites et ses coûts. Pour les observateurs extérieurs comme pour les citoyens concernés, l'enjeu devient alors plus large. Quelles leçons tirer de cette trajectoire? Peut-elle inspirer d'autres contextes ou reste-t-elle indissociable de circonstances très spécifiques? La suite n'est pas écrite d'avance. Elle dépendra moins des déclarations futures que de la capacité collective à maintenir la cohérence acquise.